Bonsoir. Donc effectivement, oui, cette demande-là de parler d'urbanisme faite à des architectes. Je ne suis pas urbaniste, donc je ne parlerai pas d'urbanisme ce soir. J'évoquerai le sujet dans la perspective de l'insertion d'un bâtiment dans la ville et de ce que peut produire l'architecture dans la ville, ou en tout cas ce que devrait être l'architecture d'un bâtiment important comme le Palais de Justice qui imprime durablement son empreinte dans le paysage. Donc une autre carte de la ville de Caen qui date du début du 19e, qui montre que la ville se construit est constituée plutôt de deux ordres de bâtiments, des bâtiments un peu majeurs, des équipements publics ou des équipements religieux souvent, hein, qui sont inscrits dans l'histoire, et qui sont représentés en rouge sur cette carte, et puis qui viennent par la suite souvent le tissu urbain qui s'agglomère autour de ces bâtiments, et puis évidemment des espaces qui sont laissés libres, des vides. Voilà. Mais toujours la ville se construit. Je parle en architecte, hein, je ne parle pas en urbanisme, excusez-moi. Mais on commence toujours par construire des routes, et puis finalement ensuite on construit des bâtiments. Alors là c'est de celui-là qu'on parle évidemment, et puis la ville s'agglomère autour, et c'est cette... donc là on est à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ça c'est la même en Côte d'Ivoire. Mais on voit dans ces deux images, voilà, ça pourrait être avant le Vatican, où la ville, on imagine très bien la ville s'agglomérer. C'est pas une image de synthèse, hein, c'est une image d'une réalisation construite, où la ville peut, voilà, c'est un bâtiment qui initie la ville et qui est précurseur dans l'intention urbaine. Et tous ces exemples, donc là on a Versailles aussi, qui était un grand palais, et donc il n'y a pas que des ouvrages religieux qui marquent comme ça ces points de départ à l'urbanisation. Il y a aussi des palais ou des châteaux, et donc alors c'est très clair sur Versailles, l'influence de l'architecture sur l'urbanisme à venir, où, alors bon là c'est le roi Soleil évidemment, donc il faut que ça irradie, il faut que ça crée une centralité, etc. Mais à chaque fois, enfin, on voit très souvent comme ça des bâtiments qui impriment leur marque et qui diffusent leur structure ou leur essence dans la construction de la ville qui s'agglomère a posteriori, que ce soit intentionnel ou non d'ailleurs. Un autre exemple là où les deux sont arrivés en même temps, mais c'est-à-dire à la fois la structure urbaine et les grands bâtiments. On est à Amsterdam, plan de Westart. Et où, pareil, on voit ces grands objets urbains comme ça qui impriment leur marque dans la ville, qui servent de repère, de signal. Donc la même vue mais construit. Et du coup, ça pose la question pour nous architectes, puisque je ne vais pas vous parler d'urbanisme, mais d'architecture. Ça pose la question de ce que doit être un bâtiment, un nouveau bâtiment, et spécialement un bâtiment dans un contexte non urbanisé, comme l'est la presqu'île. Puisque ce bâtiment va être la première pierre finalement à l'urbanisation à venir, sans qu'on sache, dans ce cas particulier, quel est le projet ou quel est le devenir de ce territoire.
voilà le point de départ finalement de notre réflexion sur ce palais de justice, qui était de dire qu'un bâtiment de cette importance en termes institutionnels doit s'ancrer dans l'histoire, doit avoir puisé sa force et sa légitimité finalement dans l'histoire. Donc l'histoire des palais de justice, surtout au XIXe siècle, ça a été la reprise d'un archétype du temple grec qui était qui évoquait la démocratie, disons l'image de la démocratie en ce temps de jeune démocratie qui était la nôtre. Et nous nous sommes inspirés de cet archétype en l'actualisant, donc en supprimant le fronton qui avait une connotation un peu régionaliste qui nous semblait plus d'actualité, évidemment l'emmarchement aussi, hein, qui n'est pas disons accessible, PMR. Et puis nous avons interprété donc ce péristyle sous forme d'une colonnade très fine là, de poteaux en béton. Et puis dans ce volume, nous avons inséré le programme du Palais de Justice avec la particularité d'avoir ces trois flux d'utilisateurs. On a les détenus, les prévenus, pardon, qui ne sont pas encore détenus, ils sont prévenus. Qui arrivent dans une zone sécurisée, généralement par-dessous le palais de justice, puisqu'ils doivent arriver directement dans les salles d'audience, dans le box des accusés, pour ceux qui sont prévenus non libres. Une zone verte ici qui représente le public, hein, le public, et puis en bleu les utilisateurs, donc les magistrats, etc. Et puis le contexte nous a imposé de ne rien enterrer, puisqu'on est dans une zone inondable avec un sol avec beaucoup d'eau humide, s'il en est. Et donc on a décidé de bouleverser un peu le schéma habituel du palais de justice en remontant cette zone sécurisée, là, à rez-de-chaussée, et par la force des choses en remontant l'espace public en étage, ce qui nous donne la figure du projet actuel, où il nous a semblé bon également de faire une césure dans ce monolithe assez opaque pour donner une image de transparence, d'ouverture de la justice sur le domaine public. Ce qui nous donne la figure du projet que nous avons répété sur les 4 façades, puisque un palais de justice, me semble-t-il, ne doit pas avoir de façade arrière. Voilà. On ne doit pas se dire, tiens, c'est l'arrière de la justice, les dessous de la justice. La justice est une et unique et doit présenter sur ces 4 façades une certaine noblesse et représenter les institutions d'où qu'on la regarde. Ce qui produit effectivement dans ce contexte un objet relativement autonome architecturalement et pas très urbain au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire pour les connexions, la continuité urbaine, etc. L'idée était bien d'affirmer un objet architectural autonome et un peu solitaire dans la ville. Pour autant cet objet donc, qui représente l'État, parce que finalement, il y a 2 contextes dans un palais de justice. Il y a le contexte de l'État, la représentation symbolique de nos institutions, puis il y a un contexte local, c'est-à-dire un contexte dans lequel s'inscrit le bâtiment. Et donc, par le jeu de... Donc, le contexte local, il nous a semblé important aussi de maintenir cette grande pelouse, cette thématique, enfin, disons cette grande pièce urbaine, ce grand vide urbain devait être tenu à un moment donné. Donc nous avons décidé d'aligner le palais de justice sur la grande pelouse pour tenir cet espace.
Ça orientait également le palais vers l'abbaye aux Dames, ce qui nous semblait être un lien important à créer entre ces grands édifices qui ponctuent la ville. Et puis, par la force des choses, on s'est rendu compte aussi qu'on avait instauré par cette grande salle des pas perdus panoramique un dialogue avec la BMVR qui développe un peu la même thématique de l'espace public en hauteur, en belvédère sur la ville. Et du coup, s'instaure une sorte de dialogue architectural là, ou de résonance plutôt entre les deux bâtiments, qui est apparu un peu sur la fin de la conception, quand on a fait cette image d'ailleurs, et qui du coup donnait une pertinence à ce bâtiment dans son contexte urbain. Voilà. Donc on voit là des aménagements qui sont en cours de réflexion, mais qui présentent deux pièces essentielles. Une pièce assez vide, qui est le support du palais, et puis une pièce paysagée, qui est le parc de stationnement, qui est une sorte de bosquet un peu géométrique, avec des alignements d'arbres, des plantations un peu à l'image de ce que Michel Dévin nous a présenté tout à l'heure, et qui complètent l'îlot voisin, euh, et, et, euh, et forment une sorte d'arrière-plan au palais de justice. Voilà le parc de stationnement. Voilà. Et puis le bâtiment, c'est aussi une continuité de l'espace extérieur, surtout un bâtiment public, un ERP comme celui-là, et c'est une promenade urbaine qui se prolonge à l'intérieur d'un bâtiment. Et cette promenade, elle nous semblait importante pour le palais de justice. Il nous semblait important qu'elle soit assez marquée et euh, et pour tout dire un peu longue. À savoir le passage du parvis, de l'espace public, à une salle d'audience. Il nous semblait important qu'il y ait un temps d'adaptation ou un temps de mise en condition pour se rendre dans un lieu qui est assez solennel, assez grave, qui est la salle d'audience, où se jouent quand même des choses, des choses sérieuses, voire graves et dramatiques pour certains. Et du coup, le bâtiment, les espaces publics du bâtiment s'organisent comme une arrivée progressive, une mise en condition progressive du public pour se mettre en condition d'assister à une audience. Donc on a un parcours qui part du parvis. On passe vers les espaces d'accueil qui peuvent servir aussi à des aides juridiques, etc. Et s'arrêter là. Et puis on parvient dans un espace qui est central au palais, qui est un grand atrium un peu abstrait, qui donne une sorte de sas entre les turpifs, disons la ville, les agitations de la ville, et puis la sérénité euh, qui doit s'installer dans le palais de justice et dans le lieu où on rend la justice. Et donc ce sas-là est une sorte de sas de décompression, un peu abstrait, un grand volume, dans lequel on se met en condition pour pénétrer dans le lieu où se rend la justice. Donc avec un arbre en son centre, qui est pas l'arbre de la justice, mais plutôt un objet de méditation ou un objet pour perdre ses pensées ou les concentrer. Et puis enfin, on arrive dans cette salle des pas perdus, qui est périphérique,
panoramique, pardon, enfin périphérique aussi, puisqu'elle fait le tour intégral du bâtiment, donc on peut vraiment cheminer à 360 degrés, et on peut, et c'est là qu'on aperçoit, enfin on regarde la ville finalement surélevée, et c'est là que se fait ce dialogue entre ce bâtiment et la ville qui l'entoure. Et tous les monuments qui font la ville, les clochers des églises, l'abbaye aux Dames qu'on voit ici, le canal, la future BMVR bien entendu. Donc voilà une vue où on voit justement la BMVR et le parvis en contrebas. Et enfin, la salle d'audience, donc qui reprend un peu dans l'esthétique du palais avec ces fines cannelures verticales là, qui affirment la représentation de la justice au travers de cette esthétique commune. Voilà. Et dans ces salles d'audience, il y avait un enjeu qui était important, c'était l'idée de rendre la justice sur le domaine public. La justice ne doit pas être rendue dans une arrière-salle, elle doit être rendue sur la place publique quasiment. Pour autant, on doit assurer une certaine confidentialité, mais on a cette façade translucide qui fait la jonction entre la salle des pas perdus et les salles d'audience et qui relie ces salles d'audience à l'extérieur finalement, à l'espace extérieur, et qui font qu'on ne se sent pas en retrait, enfin, ou disons ailleurs, en retrait de la ville, on se sent quand même dans la ville. Alors peut-être rapidement, peut-être, mais c'est peut-être pas le sujet là. C'était la répartition des espaces dans le palais, bon, avec le plan qui fait mieux comprendre la place de l'atrium au centre, qui organise toutes les cages de circulation verticale. Parce que les escaliers sont éclairés naturellement sur cet atrium, c'est important. Et puis enfin, un espace particulier de ce palais, enfin, ou plutôt générique, qui est le bureau. Donc celui-là, c'est un grand bureau, bien entendu. Et puis des espaces intérieurs. Voilà. Et voilà l'image du futur palais de justice. J'espère avoir répondu à cette demande. Mais oui, très bien. Parler d'urbain. Et alors peut-être juste pour conclure, pardon, ce propos, l'idée pour moi, c'est que les bâtiments doivent avoir une certaine solidité. Alors, un ancrage dans l'histoire, je l'ai dit, mais aussi une certaine solidité aux évolutions de la ville. Et pour cela, ils doivent acquérir une certaine atemporalité, une certaine abstraction, qui font qu'ils vont pouvoir accepter toutes les histoires que vont se raconter au fil des ans, et qui va pouvoir rester actuel et rester une pièce importante de la ville sans en encombrer l'espace. Voilà. Donc cette nécessité d'une certaine atemporalité que nous avons recherchée dans ce bâtiment et cette esthétique. Je pense qu'on Voilà. peut remercier Pierre Champenois. Il a effectivement joué le jeu de la présentation du bâtiment dans son territoire. Peut-être une petite question. Souvent, on voit des images très pures comme celle-ci, et puis après, il y a la réalité qui doit aussi faire face à tout ce qui est équipement de sécurité qui s'impose dans ce genre de bâtiment. Est-ce que vis-à-vis de l'administration pénitentiaire qui forcément joue son rôle et puis de la justice d'une manière générale, est-ce que tout ça va pouvoir se solutionner dans des conditions qui feront que la pureté initiale sera préservée? C'est tout notre travail actuellement. Enfin, actuellement, le chantier a commencé. Si vous pouvez voir d'ailleurs la grue qui est montée et puis les premiers éléments de construction qui s'installent. Oui, c'est toute la difficulté du travail quand on choisit une esthétique sobre et épurée, c'est de le tenir d'un bout à l'autre.
je pense qu'on réussira à maintenir cette esthétique. Alors il y a une chose qu'on devine à peine sur cette image, c'est la clôture qui clôt le site, puisque on doit installer une clôture. On l'a matérialisé très, très finement. Ceci dit, c'est une représentation avec les bonnes échelles qui a été faite là. On a placé cette clôture à un endroit, enfin, un peu en amont, en avant sur le terrain pour qu'elle disparaisse dans la colonnade du rez-de-chaussée, qu'elle disparaisse. C'est un peu le seul élément sécuritaire qui sera présent sur ce bâtiment. Il y a eu des discussions sur cette façade entièrement vitrée qui se sont conclues favorablement. Mais ça, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples. C'est une première que la salle des pas perdus soit à la fois périphérique et aussi visible de l'extérieur. Je ne connais pas d'autres exemples. Il y a le tribunal de Nanterre qui a fait une tentative dans ce sens. Ouais. Mais non, périphérique comme ça, non. Périphérique et panoramique, ça n'existe pas. Et Non. est-ce que finalement, du côté de la justice, c'est bien accepté? Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il y aura cette transparence? Ou est-ce qu'il ne faudra pas que les verres soient plus fumés qu'ils ne sont sur le dessin? Je pense que l'image a été très appréciée de la pige, enfin du ministère, parce que justement, il y a toujours, enfin, le palais de justice, c'est toujours une contradiction. Il y a toujours une contradiction dans les attentes du programme d'un palais de justice. On veut que ce soit un bâtiment public ouvert sur la ville, qui exprime la transparence de la justice, etc. Et en même temps, on a cette nécessité de confidentialité, de protection des personnes, que ce soit les victimes ou les familles des accusés, etc. Et donc, on est constamment dans cette contradiction. La proposition qu'on a faite, qui était d'à la fois être complètement transparent sur la ville, de mettre en scène cette salle des pas perdus, donc les cheminements des usagers, de la mettre en scène au regard de tous, elle est contrebalancée, disons, elle est un peu... euh, elle est contrebalancée par le fait que cette salle des pas perdus est en hauteur et en belvédère sur la ville, donc dans un espace un peu protégé. Voilà. On est en même temps projeté dans la ville et en même temps on s'en extrait par ce soulèvement, et je pense que ça a contribué à rassurer les pouvoirs publics sur cette transparence, mais qui a été l'objet d'un débat après qu'on ait été nommé lauréat.